Alors, merci à tous, à toutes et à tous, et bienvenue au webinaire présentation du programme des bourses Marc Weinberg. Alors, moi, je m'appelle Ricardo Madalos, je suis gérant de projet chez l'AIS. Je bosse chez l'AIS depuis 2019 et donc j'ai eu l'honneur de faire partie du programme Mark Weinberg depuis 2020. Donc, j'ai eu l'honneur de travailler avec tous les fellows qui ont fait partie du programme depuis tous les débuts et de voir aussi les programmes grandir depuis l'Afrique a grandi dans des autres régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine et le Caraïbes aussi. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au webinaire et je suis aussi et dans l'appel, il y a aussi ma collègue Julia Mosquet elle s'occupe aussi du programme à l'AIS. Et on a deux fellows qui ont fait partie du programme. C'est Vardatudi Mouktada de la Côte d'Ivoire et aussi Bruce Wembulu Washinga, originaire de la République démocratique du Congo, qui ont les deux fait partie du programme dans différentes années, qui vont vont partager leur expérience avec nous pour aussi vous inviter à postuler pour ces programmes, pour voir comment le programme a aidé leur carrière et comment le programme peut aider votre propre carrière à changer. Et comme vous pouvez voir dans la chat que Julia vient d'écrire, on aura aussi l'occasion de poser des questions à nous et aussi à nos fellows, à nos boursiers. Donc, n'hésitez pas de poser des questions dans la chat pendant l'appel et vers la fin de l'appel, on va avoir du temps réservé pour discussion. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, on vous donne un petit peu l'histoire de comment le programme a commencé. Donc, le programme, l'idée initiale du programme vient déjà à la conférence des AIDS 2016 qui a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud, en 2016, où en réunion du comité consultatif du Congrès a noté qu'il y avait des lacunes des connaissances en gestion et recherche du VIH dans la région africaine, et surtout qu'il y avait des besoins non satisfaits dans la formation des médecins VIH dans de nombreux pays africains. Et notamment, comme la carrière d'être un médecin qui s'était focalisé sur le VIH n'était pas une carrière très attractive. Donc, ils étaient motivés à changer, à changer, à améliorer ça. Donc, on a créé ce programme qui initialement s'appelait le programme de bourse Expert in HIV Service Delivery et qui a été lancé en 2017 à Paris en occasion de la conférence AS 2017. Et alors, la première édition a accepté les boursiers à partir de 2018. Et le programme a été renommé le programme communautaire de bourse Mark Weinberg en l'honneur de Mark Weinberg, qui était l'ancien président de l'International AIDS Society, qui était aussi un chercheur de haut niveau et qui était très engagé avec la formation des médecins sur le VIH. Donc, pour honorer sa mémoire, le programme a été renommé à lui. Et on accepte les fellows en Afrique depuis 2018. Tous les années, on a accepté les fellows. Donc, c'est un programme qui a assez grandi dans les années. Et c'est quoi le but vraiment de cette formation qu'on vous offre ici? C'est, comme on a déjà un petit peu mentionné, c'est de renforcer l'accès à des services de qualité dans des environnements à ressources limitées grâce à une approche vraiment centrée sur les personnes. Et comment on fait ça? On fait ça à travers d'un programme mentoré de 2 ans qui consiste aussi des cours académiques, des heures cliniques où les boursiers qui ont été sélectionnés vont dans les hôpitaux voir des patients et vraiment pour améliorer leurs connaissances et quand ils vont revenir retourner dans leur pays, vont avoir l'occasion vraiment de mettre en place leurs nouvelles connaissances. Mais aussi, un côté très important, ça va être de développer les capacités de recherche. Donc, les fellows vont être engagés dans plusieurs. Ça dépend d'où ils vont aller, mais c'est souvent dans les 2 années, ils ont l'occasion d'accéder à des projets de recherche. Mais aussi, le but, c'est, comme on l'a dit, c'est être vraiment centré sur les personnes. Donc, c'est très important aussi d'apprendre à comprendre les patients et leur voix aussi. Donc, le programme se focalise aussi sur un côté plutôt plaidoyer du VIH pour comprendre le côté un petit peu plus humain qui est autant important. Next.
Comment est-ce que ce programme est structuré? Donc, comme vous pouvez voir dans l'écran, il y a deux structures différentes dépendant de la région. Je pense que pour la plupart, la majorité de vous, c'est des médecins qui est actuellement situés en Afrique. Donc, je vais me focaliser plutôt sur ces parties-là. Donc, c'est un programme de 2 ans. Et la première année, c'est un stage dans une institution africaine ou européenne. Et dans les deuxième année, c'est la même chose. Si le boursier a fait la première année en Europe, la deuxième année va être faite en Afrique. Et si la première année a été faite en Afrique, la deuxième année va être faite en Europe. Une différence qu'il y a aussi dans la deuxième année, c'est que vous allez recevoir en subvention pour mener un projet de recherche. C'est pas une quantité d'argent énorme, mais ça quand même vous donne l'occasion de mettre en place votre connaissance au niveau clinique et scientifique pour faire un projet de recherche. Et je pense que Dean et Bruce vont pouvoir parler après. Nos fellows ont quand même eu plusieurs fois l'occasion de présenter leur travail dans des conférences scientifiques, inclus la conférence AIDS AIS, mais aussi Afravi, plutôt, qui est plutôt focalisé sur l'Afrique francophone. En parlant des conférences, une chose importante qu'on tient à dire, c'est que les fellows ont l'occasion de participer à deux conférences qui sont organisées par l'AIS, donc soit la conférence de International AIDS Conference, et si les fellows aussi qui vont être sélectionnés cette année vont avoir l'occasion de voyager jusqu'au Brésil pour attendre la conférence AIDS 2026 à Rio de Janeiro. Mais aussi, ils vont avoir l'occasion de participer à la conférence des AES 2027 qui aura lieu à Genève, en Suisse, l'année prochaine. Et une chose qu'on tient à dire, c'est que c'est vraiment une expérience excellente de pouvoir participer à cette conférence et où les autres fellows vont participer aussi. Donc, c'est une occasion aussi pour se rencontrer, de partager les expériences, partager les connaissances. Et souvent, on a eu des fellows, des boursiers des années précédentes qui ont participé. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour se réunir avec le programme qui est là. Juste pour l'information, pour l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, on a un programme un petit peu différent. Dans ils ont aussi un an dans une institution dans leur région. Donc, pour l'Asie-Pacifique, ils vont faire un an en institution clinique en Asie-Pacifique ou à Amérique latine et Caraïbes, si pour les gens de cette région. Mais les deuxièmes années, va être focalisé vraiment sur la recherche. Ils vont recevoir un petit peu plus d'argent que l'Africain, mais c'est juste une question que le programme est organisé de manière différente parce que c'est une décision de le programme du comité du programme. C'est quand même en deuxième année où ils ont l'occasion de faire un programme de bourse, un projet de recherche. Ils vont retourner dans leur pays, mais ils vont quand même continuer à garder les liens avec leurs mentors qu'ils vont avoir dans le première année dans l'institution clinique. Parce que comme je pense Dean et Bruce vont en parler après, les boursiers dans leur institution ont tous un mentor qui nous aide à faire pendant le programme où vous allez vous rencontrer souvent. Et c'est important de garder ce lien avec eux. Donc, c'est ce qui se passe dans ces régions-là. Next. Allez, point clé, donc, comme vous pouvez voir, l'Amérique latine, c'est la première fois qu'on va va accueillir des boursiers cette année. Et donc, on n'a pas encore des informations liées à la géographie des participants. Par contre, comme je vous ai dit, l'Afrique en fait depuis 2018. Donc, on a jusqu'à maintenant, on a eu l'honneur d'avoir 21 boursiers qui travaillent dans 13 pays différents en Afrique. 16 ont déjà terminé le programme et 5 sont encore en formation. Et on se réjouit d'ajouter 3 nouveaux participants au programme cette année. Vous pouvez voir les pays qui ont fait partie du programme jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même une bonne division, une bonne représentation géographique du pays. Par contre, en Asie-Pacifique, jusqu'à maintenant, on n'a eu que 2, parce qu'on a eu qu'une édition du programme pour l'instant. Et c'est un fellow des Philippines, un fellow des Thaïlande.
Mais aussi, cette année, on est très heureux de pouvoir accueillir 3 nouveaux fellows de la région. Bon. Alors, comme je vous ai dit, on a l'honneur d'avoir Jill et Bruce ici qui vont partager de leur expérience, mais on tient aussi à vous dire quel genre de choses les boursiers qui ont fait partie du programme ont dit d'avoir appris, comment le programme les a aidés à aller à la prochaine étape dans leur carrière. Donc, les boursiers déclarent d'avoir des compétences renforcées en gestion clinique du VIH, une meilleure compréhension du processus de recherche et des techniques de rédaction scientifique, parce que comme je vous ai dit, des gens, les boursiers ont participé à des conférences, ils ont partagé leurs projets de recherche à les conférences, ils ont pu vraiment présenter et montrer le travail qu'ils ont fait. Ils ont aussi une meilleure compréhension des populations clés et de leurs besoins, parce que une chose que plusieurs fois l'ont dit, que c'était une expérience, une forte expérience professionnelle, parce ils ont beaucoup amélioré leurs compétences scientifiques, mais c'était aussi une expérience forte au niveau personnel, parce qu'ils ont eu l'occasion de travailler avec des populations clés, de mieux comprendre comment pouvoir les aider, parce que c'était une chose qui peut-être dans leur contexte, ils n'avaient pas autant d'occasion de faire. Donc, ça vraiment les a aidés à être pour pouvoir donner des meilleures prestations cliniques à ces populations-là qui ont autant besoin dans leur région. Ils ont aussi une meilleure capacité d'établir des partenariats avec des ONG, des groupes de défense des patients, et aussi une capacité à sévère de mentor et relais de connaissances. Parce que quand les programmes de sélection, comme le comité de sélection regarde les demandes, une des questions qui se pose, c'est est-ce que ce candidat a vraiment l'occasion de partager toutes ces connaissances à un grand groupe de personnes quand ils vont retourner au pays. Donc, nous, vraiment, le but, c'est vraiment que les gens peuvent partager leurs connaissances avec le plus grand numéro possible. Donc, il y a aussi des phrases qui ont été écrites. Cette vidéo va être partagée après, donc vous pourrez aussi les lire. Après, on a quelques fellows aussi qui sont pas aussi dans l'appel aujourd'hui, mais pour vous donner encore des exemples du succès qui a fait les programmes, on a ici Shamim qui a vraiment eu une des 3 premiers boursiers qui a été choisi en 2018. Et après d'être rentrée au pays, au Kenya, elle continue son travail à l'université Moi et à Moi Teaching Hospital. Mais elle fait aussi partie d'un groupe de techniques régionales, donc elle fournit des consultations cliniques et des formations professionnelles de la santé. Donc, comme ça, comme je vous avais dit, le but, c'est de partager les connaissances avec le plus grand numéro possible de gens. On a Kik, qui est originaire de la République démocratique du Congo, qui a été choisi en 2020. Et maintenant, il est engagé chez MSF. Il est responsable des activités médicales. Donc, il a partagé son expertise dans des contextes humanitaires différents. Et aussi, il a travaillé à Bangui, dans la République centrafricaine, mais aussi au Mozambique et maintenant au Zimbabwe. Donc, il y a vraiment une vraie différence entre l'avant et l'après pour lui. Et Jamila, elle est responsable de Guinée-Bissau. Elle a fait partie du programme de 2021 à 2023. Elle est maintenant la coordinatrice du programme national de lutte contre le VIH, le sida, l'hépatite virale à le ministère de la Santé. Donc, on voit qu'elle a un poste au niveau national, donc assez important. Et tous les fellows souvent dit comme le programme les a aidés à arriver où ils sont arrivés. Aussi, il y a une phrase d'Alice, notre fellow des Philippines, que je pourrais focaliser ici, c'est que elle a, il y a aussi un apprentissage au niveau professionnel, mais aussi, comme elle dit ici, mais aussi la sagesse transmise par ceux qui ont lancé et porté cette cause depuis des années. Donc, vraiment, le but, c'est que les boursiers deviennent des médecins vraiment plus, euh,
holistique, comme on dit en anglais, plus qui regarde pas seulement le côté scientifique, mais aussi les côtés humains. Donc, je pense qu'une des questions que vous êtes en train de vous poser maintenant est quels sont les critères d'éligibilité pour que je puisse postuler au programme? Donc, important, c'est que ce programme, pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas changer dans le futur, mais pour l'instant, le programme est exclusif pour des médecins. Donc, il faut avoir un diplôme en médecine. Aussi, il faut avoir au moins 2 ans d'expérience clinique. Donc, le programme, c'est spécifique pour des gens qui ne sont pas trop avancés dans leur carrière, mais il faut quand même un minimum de 2 ans d'expérience clinique. Vous pourrez vous demander, est-ce qu'il y a un critère d'âge, âge maximal ou minimal où on peut postuler? La réponse est non. Par contre, il faut pas, comme je viens de dire, il faut pas être trop avancé dans leur carrière parce que le but, c'est pour des gens qui sont encore plutôt au début ou au milieu de leur carrière, mais pas vers la fin. Et c'est un programme qui est focalisé pour l'Afrique et les autres régions. Donc, il faut être un citoyen d'un pays africain et travailler actuellement en Afrique ou pour les gens qui viennent d'Asie Pacifique et Amérique latine et Caraïbes, donc pays de la région. C'est comme le programme est appelé, il faut être intéressé au domaine du VIH et être engagé à devenir spécialiste du VIH. Donc, il faut aussi parler anglais, français ou portugais. Il faut pas parler toutes trois les langues, même pas deux. Il faut juste parler une des trois langues assez bien pour pouvoir faire le stage dans le propre pays. Donc, si dans notre cas, comme c'est plutôt francophone, il faut parler assez bien français pour pouvoir aller en France pour faire la côté Europe ou au Sénégal ou au Côte d'Ivoire pour la côté africain. Donc, c'est juste ça comme critère d'éligibilité. Après, si vous avez des questions que vous voulez des clarifications, on aura le temps après. Donc, je viens un petit peu de parler des institutions. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs institutions dans le continent africain et en Europe où les fellows vont aller. On a des institutions en Mozambique, au Ouganda, au Sénégal, au Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, on a deux différents. Et pour l'Europe, on a au Royaume-Uni, Chelsea Westminster Hospital, Hôpital Saint-Antoine à Paris en France et Instituto d'hygiène et médecine tropicale au Portugal pour les Portugais. Donc, comme vous pouvez voir en noir, c'est les institutions francophones qu'on a, où les fellows vont aller. C'est une discussion qui est prise pendant le processus de sélection et avec des conversations qui vont être faites après quand le boursier a été sélectionné. Donc, on a aussi un curriculum qui fait partie du programme. Et une chose qui est très importante à dire du programme de Mark Weinberg, c'est que le programme, c'est flexible. Donc, on a des focalisations comme vous pouvez voir ici, c'est l'épidémiologie en pratique clinique. Donc, pour vraiment vous voir l'occasion d'avoir une interface avec les maladies transmissibles et non transmissibles, VIH avancé, résistance aux médicaments, aussi VIH pédiatrique, mais il y a aussi de la recherche mise en œuvre. Mais la focalisation du curriculum est vraiment adaptée aux intérêts et aux besoins de chaque candidat. Je vous donne un exemple. Si un candidat est vraiment très intéressé au VIH avancé, l'institution va faire de son mieux pour pouvoir pour créer un programme qui respecte cet intérêt du candidat. Évidemment, ça dépendra aussi de l'institution, à quel point ça pourra être fait, mais c'est une chose qui vraiment rend le programme assez unique, c'est on n'a pas vraiment un strict curriculum qui doit être suivi, mais ça peut être adapté aux intérêts et besoins du candidat. Next. Et donc, vous pourrez aussi, vous êtes en train de vous demander quels sont les objectifs de la bourse. Donc, j'espère qu'un peu quelque chose, j'ai déjà partagé quelque chose, mais euh, comme vous allez faire un an en Europe et un an en Afrique, vous avez l'occasion d'être exposé à différents systèmes de gestion et de soins parce que les caractéristiques épidémiologiques que vous allez voir le VIH va être différent en Afrique plutôt qu'en Europe. Donc ça va vous aider à voir la maladie de manière un petit peu plus compréhensible. Donc,
et aussi en gestion du VIH, des maladies non transmissibles dans des contextes différents, en compréhension des essais cliniques et projets de recherche en général. Euh, Vous aurez eu l'occasion de vraiment améliorer vos capacités de recherche et encore une fois de présenter la recherche originelle parce que vous allez recevoir de l'argent pour faire de la recherche originelle. Et après, avoir des contacts et collaborations avec des ONG et des associations différentes des patients et comment des conseils aussi pour préparer et présenter des demandes de subventions et des recherches. J'ai dit plusieurs fois déjà, vous allez avoir deux institutions différentes. Mais c'est quoi les rôles de l'institution qu'il y a? Donc, ils vont vous fournir un accès à une gestion clinique complète, à une supervision des recherches et à des cours. Donc, vous allez voir des patients. Vous pouvez aussi dans des hôpitaux, mais aussi dans les cliniques de jour. Et aussi, vous allez avoir un mentor ou plusieurs mentors qui vont vous aider pour vous assurer que tous les programmes se passent bien et comme on vient de dire pour le curriculum, pour s'assurer que votre intérêt sont, que vous pouvez aborder les objectifs que vous vous êtes mis au début du programme parce que quand vous êtes choisi, vous allez recevoir des rapports où vous devrez expliquer quels sont votre objectifs que vous espérez aborder pendant les 2 ans de programme. Et l'institution d'accueil va être là pour s'assurer que vous arrivez à réussir à cela. Alors, c'est important vraiment de parler des considérations financières parce que c'est un programme qui a des 2 ans, donc c'est correct de se demander quel argent est-ce que je vais recevoir, comment peux-je faire au niveau financièrement. Donc, qu'est-ce que les boursiers vont recevoir? C'est une allocation pour couvrir les logements et les frais de subsistance. Donc, ça sera pour payer le loyer, pour payer la nourriture, pour payer vos factures comme l'eau, l'électricité, les portables, les transports, etc. Cela va être versé 2 fois par an. Et alors, l'argent que les boursiers vont recevoir, c'est pas le même pour tous les boursiers. Pourquoi? Parce que c'est tout fait c'est tout fait ajusté au coût de la vie dans le pays hôte. Donc, l'argent que vous allez recevoir pendant votre année à Paris va pas être la même de l'année que vous allez être à Abidjan, parce que le coût de vie des deux pays est différent. Mais je tiens à vous dire, c'est pas un salaire, donc c'est important que si vous avez des dépendants, des enfants, des familles que vous occupez, que vous devez être financièrement capable de vous inscrire en programme parce que les fonds que vous allez recevoir, c'est que pour vous dans le pays d'inscription, pas pour aider votre famille au pays. Donc, c'est important que si vous avez des enfants ou de la famille que vous devez occuper, que vous avez des choses mises en place pour rassurer qu'ils soient couverts pendant votre absence. Mais je tiens aussi à vous dire que l'argent que vous allez recevoir, c'est assez d'argent pour vivre. Donc, vous allez pas, vous ne devez pas vous demander comment je fais pour payer le loyer, pour payer la nourriture. Non, vous aurez assez d'argent. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Aussi, des autres choses que vous allez recevoir, c'est un vol aller-retour entre le pays d'origine et le pays de l'institution tous les années. Est-ce que je peux rentrer dans mon pays plus qu'une fois pendant l'année? La réponse est oui, à condition que vous informez l'institution. Donc, il doit être au courant que vous allez partir et quand vous allez retourner. Et chaque voyage additionnel est payé de votre poche. Donc, c'est pas l'AIS qui va s'engager à payer pour ça, mais on va vous payer une fois aller-retour par an pour ça. Après, vous allez aussi recevoir des frais additionnels comme une allocation de réinstallation, qui c'est de 1 000 $ par an. Et l'assurance maladie, visa et frais associés pour les autres permis de séjour, ceux-là vont être payés aussi, ainsi que les frais liés au permis de travail et l'inscription au conseil médical local si nécessaire. Donc, euh, vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à ces dépenses-là. C'est juste que il faut savoir que c'est pas un salaire. Donc, si vous avez des enfants ou des dépendants, c'est important d'avoir savoir comment faire pour les aider pendant votre absence.
Il y a aussi de l'argent qui est envoyé directement à l'institution. C'est pour les frais universitaires, les coûts de personnel, participation aux conférences ou les autres activités de développement professionnel qui vous allez accéder pendant le programme. Mais ça, c'est pas de l'argent qui vous arrive à vous, c'est direct à l'institution. Next. Et alors, ça, c'est ma dernière slide. C'est pour vous dire que le période de candidature est maintenant ouverte. Elles sont ouvertes le 26 janvier et on accepte jusqu'à lundi 23 février à 11h59 du soir hors européen. Donc, vous avez encore presque 3 semaines pour postuler. Après, tous les candidatures vont être, qui sont éligibles sont envoyées à un comité de sélection et chaque demande est révisée par deux personnes différentes. Comme ça, s'il y a des différences d'évaluation, on va pouvoir voir la différence et prendre des décisions. Il y a des boursiers qui vont être contactés pour faire un appel pour faire une conversation, pour mieux se connaître et pour mieux essayer de comprendre comment la bourse peut aider aux gens dans leur carrière. Et le but, c'est d'avoir les nouveaux boursiers. On va avoir trois dans l'Afrique, un pour le groupe anglophone, un pour le groupe francophone et un pour le groupe du portugais. Le but, c'est que tous les fellows sont choisis d'ici début avril. Comme ça, vous aurez tous autant de temps pour postuler pour le visa pour aller à la conférence de ACE 2026 à Rio de Janeiro, comme je vous ai dit. Et une autre chose qui n'est pas ici dans la slide, mais une chose qu'ils ont demandé dans le webinaire précédent, c'est quand est-ce que ce programme commence? La réponse, ça dépend aussi d'où vous allez aller et est-ce que les démarches administratives, combien de temps ça va prendre pour les démarches administratives? Parce que parfois, pour avoir le visa, ça peut prendre du temps. Et donc, il peut y avoir un délai par rapport au début du programme, mais le but, c'est que vous pourrez commencer d'ici mois d'octobre 2026. Donc, ça, c'est en général l'idée, mais ça peut changer, ça peut être novembre ou même plus tard par rapport au visa, aux autres démarches administratives. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions et je sais que ma collègue Julia a déjà répondu à quelques questions. Avant qu'on ouvre pour toutes les questions, j'aimerais bien donner la parole à les deux fantastiques boursiers qui ont fait partie du programme ici pour qu'ils puissent partager leur expérience et aussi vous inviter à postuler au programme. Donc, je vais commencer pour la femme qui a fini avant. Donc, Bruce, tu as été choisi en 2021 jusqu'en 2023. Est-ce que je peux te demander de partager quelques mots avec les participants ici? Ok, merci Ricardo. Bonjour à tout le monde. Et je commence par me présenter. Je m'appelle Brice Lumboulou Achinga. Je suis de nationalité congolaise et de base, je suis infectiologue. Pour la petite histoire, je vais essayer d'être bref cette fois-ci. Donc, moi, quand j'ai fini ma formation, j'ai fait ma formation d'infectiologue ici au Sénégal, où je suis encore à Dakar. Après mon diplôme, un collègue m'a partagé, comme vous, hein, comme vous l'avez appris par le lien que j'ai partagé à certains maintenant, et j'ai appris qu'il existait un programme IAS qui était à c'était la deuxième période de recrutement, la deuxième année de recrutement. J'ai postulé sans aucune aide déjà. Ça, c'est pour montrer que vous n'avez pas besoin d'être attaché ou une recommandation d'un grand politicien ou si vous, seul, vous postulez. Si votre dossier est efficace, on vous prend. C'est comme ça. Donc, ceux qui sont là, qui m'écoutent, ne vous dites pas que voilà, moi je viens. Si vous êtes dans les critères, vous n'avez pas besoin d'une bénédiction de qui que ce soit. Vous soumettez. Si votre critère, votre dossier tient, on va vous prendre. C'est ce que j'ai fait. Sans connaître Ricardo d'avance, sans connaître les membres qui devraient recevoir mon dossier, je soumis. Quelques jours après, j'étais retenu. Et c'est quand on m'a appelé pour l'interview que je découvert les gens qui devaient nous interviewer. Je connaissais personne. Je me suis défendu comme tout le monde et finalement, j'ai eu la chance d'être retenu. Après, j'étais retenu dans un pays étranger. Ça peut répondre à la question de certaines personnes qui peuvent se demander.
parce que Ricardo a parlé de, il faut être dans ton pays d'origine. Moi, je postulais dans un pays d'accueil. J'étais au Sénégal, j'ai travaillé là, je soumis et j'ai eu la chance d'être accompagné par le responsable de l'hôpital où j'étais. Il m'a recommandé et voilà, ma candidature a été acceptée. J'ai passé mes 2 ans, une année à Paris et une année au Sénégal avec une histoire un peu... Parce que moi, je fais tout. J'ai fait 4 ans ici au Sénégal pour faire de l'infectiologie. Quand j'étais parti à Paris, déjà pour résumer, à Paris, l'essentiel que j'ai appris là-bas, j'ai vu un peu comment on prend en charge les patients atteints du VIH dans un contexte où on a presque tout, on a tout le moyen. Donc, j'ai eu la chance d'administrer le premier traitement injectable VIH aux malades qui venaient à Paris. C'est quand on a homologué les produits et je faisais partie de l'équipe qui avait administré pour la première fois le traitement injectable aux malades qui venaient à l'hôpital Saint-Antoine. Donc ça, c'est une approche. J'ai appris comment gérer l'infection à VIH dans un contexte où on a tout. J'ai appris de la recherche et surtout, j'ai fait beaucoup de cours, notamment les biostatistiques. Je pense que j'ai envoyé le lien de ce call-là dans un groupe de formation parce qu'actuellement, je forme beaucoup de médecins en biostatistique et bientôt là, je vais organiser une formation sur l'intelligence artificielle. Voilà, vous comprenez d'où tout cela provient. Ça provient de ce programme-là. Grâce à l'IAS, grâce au Mark Weinberg Fellowship, j'ai appris les biostatistiques de manière profonde et ce qui me renvoie à ma position actuelle. Après la France, je suis venu en Afrique, au Sénégal. Il s'est fait que je suis revenu dans la même ville où je fais 4 ans dans ma formation. Au début, je me disais, bon, je reviens là, je vais voir les mêmes malades, je vais faire les mêmes choses. Mais en fait, en arrivant, les choses ont changé. Mes maîtres ne me voyaient plus comme un étudiant à qui on doit dicter. Là, j'ai appris le leadership. Donc, je pris à ma charge à moi un service de réanimation. Quand je suis arrivé, les maîtres, les professeurs qui géraient ça, professeur Viviane, elle était là, elle supervisait de loin et je gérais moi-même la prise en charge des cas très compliqués, les infections opportunes, opérations neurologiques, j'ai géré avec l'équipe qui était là et c'est moi qui coordonnais. Ça a apporté une autre façon de gérer les choses. Maintenant, c'était moi qui étais responsable. Et après cette formation-là, après mon stage d'une année ici à l'hôpital, finalement, vu ce que je pouvais faire, les compétences que j'avais acquises en statistique et en gestion clinique, un projet de recherche qui est basé ici au service des maladies infectieuses m'a retenu. Donc, je suis là, je travaille dans le cadre, je suis maintenant chercheur dans un projet de recherche spécialisé sur le VIH et les hépatites. Pour finir, qu'est-ce qui m'avait motivé à suivre ce programme-là? Au tout début, c'est un rêve. Moi, j'ai fait un peu le Médecins sans frontières dans une zone à guerre. Actuellement, c'est occupé par le rebelle de la partie est du Congo. Donc, je fais 6 mois là-bas avec le Médecins sans frontières. J'avais vu un peu comment on gérait les patients VIH. Donc, il y avait beaucoup d'insuffisances. Je m'ai juré, il faut déjà que je fasse l'infectiologie. Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi à le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir une sous-spécialisation en VIH. Donc, je suis expert en VIH. Et maintenant, je forge un peu le côté recherche avec pour objectif final de revenir un peu dans ma ville, dans la ville de Goma, d'où je suis, où j'ai passé presque la grande partie de mon côté professionnel, parce que moi, j'ai étudié à Kisangani, pour ceux qui connaissent le Congo. Donc, l'idée, c'est de créer un centre où on sera capable de prendre en charge de manière spécialisée le VIH et les hépatites et de faire en même temps la recherche. Donc, ça, c'est vraiment le projet qui me tient à cœur. Donc, j'y avance petit à petit et je suis sûr et certain que ça va arriver, ça va aboutir à sa fin. Merci beaucoup, Ricardo. Et je passe la parole, j'ai pas le droit, mais je passe la parole à ma sœur, là, ma chère Vas-y, mère, vas-y, Dean. absolument. Bonsoir à tous. Alors là, Bruce, il me met un stress là. Et j'aime bien j'aime bien la transition de ma sœur parce que vraiment ça c'est aussi un point qu'on gagne dans ma famille avec la famille.
au-delà des chercheurs de renom, on a notre petite communauté, on se parle toujours. Bruce, je l'embête quand j'ai des problèmes avec la recherche. Donc, vraiment, ça aussi, c'est un point. Donc, rebonsoir à tout le monde. Un véritable plaisir pour moi d'être là. Vraiment, à chaque fois que je pense à la bourse, à chaque fois que je pense à cette opportunité, j'ai toujours émuse. Donc, vous allez d'abord m'excuser de rentrer dans les émotions parce que je ne tarde pas à rapidement aller un peu dans tous les sens. Donc, je commence par me présenter. Moi, je suis Mouarda Touldine Mourtada. Je suis médecin infectiologue. Et je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, notamment au département de l'infectiologie et vénérologie. Alors, mon parcours avec la bourse a été à différentes étapes, différents niveaux. Je vais essayer de vous le raccourcir. J'ai bien aimé de voir le résumé que l'hélice a fait. L'hélice, elle était de la cohorte un peu jumelle à nous, des Africains et les Asian Pacifiques ensemble. Donc, je la connais et elle a résumé dans le petit mot que Ricardo a mis un peu ce que nous avons tous senti quand on s'est retrouvé à Kigali par rapport à tout ce que ça a pu nous apporter. Donc, j'ai essayé de détacher ça tout doucement. Donc, nous, on avait, quand on s'est retrouvés, on avait différents types d'objectifs. On était un peu de background différents. Il y avait nous, les cliniciens, et moi, un peu plus enseignants. Il y avait les chercheurs. Il y avait ceux qui savaient ce qu'ils venaient chercher déjà. Et quand on s'est retrouvés d'abord pour la première anecdote à Brisbane avec les autres philos, c'était, oh, vous vous rappelez de comment on a reçu le mail? C'est pas possible, ça a dû être une erreur, on nous a choisi, nous. Et pour rebondir, c'est que Bruce a dit, on n'a pas besoin de connaître qui que ce soit. Quand votre dossier, il est bon, quand vous avez les bons objectifs, quand vous avez les bonnes raisons, quand vous avez le bon projet entre griffes sur ce pourquoi vous voulez partir et ce que vous allez revenir mettre à la maison, vous êtes vraiment déjà en pole position par rapport à beaucoup d'autres candidats. C'est surtout ça. Comment est-ce que, si vous vous rappelez la slide de Ricardo concernant les objectifs, on veut combler un gap de connaissances et de compétences au pays localement. Comment est-ce on essaie d'impacter, que ce soit les professionnels ou la population ou à différents niveaux, cette différence-là qu'on peut avoir entre le nord et le sud. Donc, c'est un peu ce qu'il faut mettre dans votre résumé ou dans votre soumission pour vraiment montrer que vous êtes différent. Dès le début, ça commence à aller très vite, hein. Vraiment, il faut suivre le rythme de Ricardo et de Julia. Dès le début, ça va vite. Dès qu'on vous sélectionne, c'est les mails de Ricardo. Tu vas à Brisbane, tu as un passeport qui est valide et tu veux rencontrer qui comme expert dans ton domaine. Il dit, mais ça commence comme ça. Donc, il faut savoir dans quoi vous voulez commencer à partir parce que dès le départ, même pour aller à Brisbane, je veux dire, la prochaine conférence qui va venir après votre soumission, on va vous coacher une session informative comme celle-là sur comment vous allez préparer la conférence. Ça aussi, ça commence là. Pour vous dire à quel point on commence très tôt. On commence même pas déjà au niveau des institutions. On commence dès la conférence. Donc, on va vous aider dans le plaidoyer parce que quand vous côtoyez les personnes, vous voyez de plus en plus le gap à combler quand vous retournez au pays. Moi, comme ça, j'étais beaucoup plus dans l'enseignement et dans les soins cliniques, mais comme Ricardo l'a dit, il y a des coins, il y a des points que nous, on ne voit pas vraiment parce qu'on peut être au sommet de la pyramide. Et quand on va dans les conférences internationales, on se rend compte que, ah, mais il y a de la prévention qu'on doit améliorer. Il y a les populations clés qu'on doit vraiment essayer de toucher. On sort vraiment du stade avancé et puis on se dit, on se donne des challenges sur autre chose. Et après, vous avez aussi, comment on appelle ça? Excusez-moi, je vous dis tout ça pour vous faire comprendre un peu combien la bourse dès le départ était une superbe opportunité. Sur le plan professionnel, sur le plan personnel, avec l'aventure humaine qu'on va vivre avec les autres fellows, sur leurs compétences, sur eux aussi leur expérience. On a aussi les anciens fellows qui nous disent ce qui n'a pas marché avec eux pour que on adresse à notre niveau et aussi hors du cadre de travail habituel. Et il y a aussi, comment on appelle ça? La proximité moi j'ai eu la chance d'avoir des premiers philos qui était de mon département, professeur qui est aujourd'hui professeur Doumbia, qui m'a aussi guidée et avec les professeurs Eolé qui m'ont vraiment guidée par rapport à comment est-ce que j'organise mon séjour, par rapport à ce que lui, il a déjà pu avoir
à gagner et ce que moi je devrais rajouter pour que l'équipe soit un peu plus étoffé. Alors, comment tirer le maximum de cette opportunité-là? Comme je disais, il faut savoir déjà rédiger une très bonne candidature. Allez-y avec vraiment le cœur, allez-y avec ce qui vous intéresse le plus. Les gens du comité, c'est des experts dans leur domaine. Ils sont fins, ils sont dans le détail, ils vont vous demander pourquoi c'est vous, on doit choisir, pourquoi pas les autres, quel est l'objectif de vous, votre candidature. Et c'est ce qu'il faudra mettre là-dedans. Ça ne faut pas être vague, il faut être précis. Dans mon pays, il y a ce qui manque, voilà ce que je devrais rapporter au pays, voici ce que j'aimerais aller chercher à Paris ou selon le pays que vous allez choisir et revenir sur le terrain et venir appliquer. Moi, mes challenges ici, qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de choses. Mes challenges, c'était plutôt sur l'enseignement et la recherche. Pour moi, l'enseignement, pourquoi? Comment j'adapte tout ce que j'ai pu apprendre à Paris? Ça peut être assez un peu déroutant et quand vous revenez au pays, parce que vous ne l'avez pas à disposition, vous devez savoir comment est-ce que vous l'implémentez, comment est-ce que vous le transformez dans le curriculum de formation. Donc, c'était ça mon challenge. Comment est-ce que je transfère tout ce que j'ai appris à mes étudiants, à tous avec qui je suis en contact? Comment est-ce que au niveau de la recherche, je fais d'autres types de recherches qui sont en lien avec tous les gaps que nous avons ici. Et et j'ai fait la transition sur ce que j'ai pu avoir. Au retour, le professeur m'a responsabilisé sur trois pans. Mon projet de recherche a porté sur la santé mentale. Vous savez, c'est le quatrième 95. On dit 95, les trois premiers, c'est plus moins clinique. Le quatrième 95, c'est le well-being, le bien-être à tous les niveaux. Et nous, ici, c'est de faire inclure un service de soins de santé mentale qu'on avait à Paris. Et donc, j'ai travaillé avec une des dames là-bas, Julie, sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que... Donc, c'est sur ça que mon projet de recherche a apporté. Donc, c'est le premier point sur lequel le professeur m'a responsabilisé. Sur le deuxième, c'est l'implémentation du dossier médical informatisé. Ça nous a beaucoup fatigué, Bruce, à Paris, à avoir Diam, à avoir Orbis. On s'est dit, oh mon Dieu, au début, c'est très difficile. Et après, il me dit, mais comment est-ce qu'on capitalise ça? On va sortir du papier, on va aller sur le dossier médical partant de l'expérience qu'on a eue à Paris. Et le dernier point, c'est sur comment on appelle ça, la recherche, bien sûr. Pour ça, la com était très, très, très rigoureuse sur les données de qualité. Et ça doit partir du dossier médical, ça doit partir de comment on recueille. Donc, c'est tout ça que sur ça, quand je reviens, que je suis en train de travailler, qu'on a commencé à travailler déjà avec, on a pu recruter une infirmière spécialiste en maladie, en santé mentale. Je recrute d'autres nouveaux étudiants qui veulent s'intéresser à la chose. Donc, pour dire que, au-delà de vous, vraiment, j'aime bien dire que vous partez en mercenariat pour votre pays. Vous partez apprendre tout ce qu'il y a de beau à apprendre et réinjecter dans vos structures locales. Et vraiment, c'est une superbe aventure. Je vous encourage. Et bon, Bruce, je suis désolée, hein. Bon, on est là, on fait du bénévolat pour ceux qui veulent des tips pour vous aider. Si on peut, bon, on pourra. Ricardo, la parole est Bah, à toi. merci à vous deux. C'était vraiment exceptionnel de temps. Comme je dis, j'ai eu l'honneur de vous suivre tous les deux depuis votre début du programme et vraiment de voir le changement que vous avez fait. C'est vraiment un plaisir pour nous à l'AIS aussi. Donc, moi, une chose que je tiens aussi à dire, que comme vous avez bien noté, c'est qu'il ne faut pas avoir des hautes connaissances pour pouvoir être choisi pour le programme. Mais aussi, comme vous avez dit, il faut vraiment bien écrire dans la demande. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire une fois que vous êtes entrepris et comment le programme peut vous aider? Et Bruce, tu as aussi parlé d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ici et c'est ici pour rester. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour nous aider. En même temps, il faut aussi se méfier de l'intelligence artificielle parce que ça crée des réponses vraiment pas très personnelles. Et je vous ai dit, nous, ici, on a vraiment, maintenant, on a pu voir plusieurs demandes. On comprend quand c'est l'intelligence artificielle qui a écrit et pas vous. Donc, notre conseil, c'est, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, utilisez-le pour vous aider à mieux vous exprimer, mais pas pour répondre à votre place. Parce que si vous faites ça, ça va pas vous aider à être en pole position, comme a dit Dean. Parce que vous devez vraiment vous assurer que vous êtes au-dessus des autres. Donc, et assurez-vous que votre réponses sont personnelles et vraiment focalisez-vous sur l'objectif que vous avez après la bourse et comme la bourse peut vous aider et pas faire des réponses générales parce que ça va être comme tous les autres et les comités de sélection va pas se focaliser sur votre demande. Donc ça, c'est une chose qu'on tient aussi à vous dire parce que
L'intelligence artificielle est ici pour rester. On l'utilise tous, mais il faut l'utiliser dans une manière intelligente et pas l'utiliser pour remplacer les réponses plus humaines. Donc, je tiens aussi à remercier Julia, ma collègue, qui pendant que moi j'ai présenté et pendant que les autres, notre fellow, magnifique fellow, ont partagé leur expérience, a répondu à toutes les questions qu'il y a là. Si vous avez des autres questions, on a encore quelques instants pour répondre. Et aussi, si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez partager avec notre boursier ici. Sentez-vous libre de le faire. Je vois que Christelle a dit merci pour cet échange très intéressant et cela nous motive encore davantage. Donc, j'espère que vous allez garder, tous les autres vont garder cela aussi et être motivés à postuler. Comme je dis, on fait ce programme depuis 2018. On a eu 3 fellows à peu près tous les années depuis 2018. Et c'est un boursier par langue qui a été choisi. Donc, dans votre cas, il va y avoir un boursier francophone qui va être choisi. Est-ce que vous avez des autres questions? N'hésitez pas à les écrire dans le Q&A box ici sur Zoom. Sinon, comme c'est les périodes de demande, on contrôle très régulièrement le courrier électronique. Il y a un email qui, je pense, que si ce n'a pas déjà été partagé dans le chat, c'est mwfellowship@issociety.org. Comme j'ai dit avant, la date limite, c'est le 23 février, c'est lundi, donc presque 3 semaines. Donc, vous avez encore de temps pour postuler. Si vous avez n'importe quelle question ou vous avez des difficultés avec la forme, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et on se réjouit de voir votre demande. Et comme Dean a dit, c'est une famille, le programme. Et donc, on se réjouit aussi d'ajouter des membres à la famille qui continuent à grandir. Parce que cette année, on va pouvoir ajouter 9 personnes différentes au programme, comme on a 3 Afrique, 3 Asie-Pacifique, et pour la première fois, en Amérique latine et Caraïbe. Donc, c'est vraiment, et pour moi, personnellement, c'est vraiment un honneur parce que j'ai vu le programme quand il y avait que 4 boursiers, et maintenant, je le vois avec bientôt 30. Donc, c'est aussi une belle histoire de réussite du programme. Et c'est grâce aux boursiers qui ont fait un travail magnifique comme Bruce, comme Dean et comme les autres, que les programmes continuent à être financés parce que les programmes, s'ils n'ont pas de succès, ils ne sont pas financés. Et ce qui fait le succès du programme, c'est nos boursiers. Donc, encore merci à Bruce et à Dean qui sont ici en représentant des autres boursiers. Et merci à tous les autres qui sont encore là. Avec ça, vu qu'il n'y a plus de questions, je vous donne le reste de l'après-midi ou du matin, dépendant d'où vous nous rejoindre, libre. Merci encore d'être ici. Comme vous ai dit, le lien, l'enregistration va être partagée avec un email qui va être envoyé le 16 février. Donc, elle va être accessible dans YouTube. Donc, vous pourrez le regarder après si vous avez des autres choses. Et n'hésitez pas à nous contacter par email si on peut vous aider. Et merci encore et à très bientôt.